Le 30 novembre, les Suisses se prononceront sur l'initiative Service citoyen. Ce texte propose de rendre obligatoire pour toutes et pour tous un service à la collectivité, que cela soit dans l'armée, dans la protection civile, dans le domaine social ou encore dans l'environnement. Une idée ambitieuse pour certains, une fausse bonne idée pour d'autres. Pour en parler, nous sommes avec Antoine Jacquenoux, membre du comité d'initiative, et M. Jean-Marc Chevalat, président du comité directeur de la protection civile Lavaux-Oran. Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, on commence avec Antoine Jacquenoux. En une phrase, quel est le sens de votre initiative? C'est que tout citoyen suisse, quel que soit son genre et son statut social, puisse servir pour la collectivité et l'environnement dans la milice de son choix en fonction de la garantie des effectifs, que ce soit de l'armée et de la protection civile. Donc c'est une sorte de nouveau pacte civique finalement? En fait, nous reprenons un peu 1291, le pacte fondateur où chaque citoyen suisse est appelé à s'aider mutuellement, que ce soit en cas de guerre, de crise ou de difficultés naturelles. Et nous essayons de renforcer la milice, de lui donner son rôle et le statut qu'elle a déjà actuellement par rapport à un engagement qui serait fait par des professionnels et de montrer que chacun, du moment que un citoyen suisse peut servir pour son pays. D'accord, donc sur le papier ça sonne très bien. Pourtant, Jean-Marc Chevalat, vous qui êtes à la protection civile, on sait que la protection civile au niveau national recommande de rejeter l'initiative. Pourquoi ce non si ferme? Je pense qu'il y a plusieurs raisons qui sont en lien avec ce refus. La première, elle est en lien avec l'obligation de servir pour tous, que ce soit hommes et femmes. Le deuxième, je pense qu'il y a un élément aussi en lien avec l'économie, l'impact que ça peut avoir sur l'économie en termes financiers. On reviendra peut-être plus tard sur les éléments plus précis. Le troisième élément que je vois aussi, c'est l'élément de dilution des effectifs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de protection civile, enfin d'armée, de protection civile et de service civil. Et puis là, on aurait des sujets supplémentaires comme la santé, l'environnement, à mon avis, qui vont dissiper les intérêts. Et il y a l'élément, évidemment, en termes de mise en place de cette nouvelle forme d'organisation. On sait que l'administration a des fois des tentatives de vouloir augmenter non seulement son personnel, mais de mettre des embûches administratives. Et puis je dirais la dernière, en tout cas moi qui est une des plus importantes, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on va pouvoir renforcer les effectifs en termes de sécurité. D'accord, donc cette dilution des effectifs, comme vous venez de le mentionner, finalement à l'ORPC Lavaux-Oran, ça changerait quelque chose, vous pensez ou pas? Alors, je pense que cette initiative n'a rien changé par rapport en termes d'effectifs. J'en prends pour exemple la réforme qui a eu lieu au niveau de la protection civile. On a réduit déjà l'âge maximum à 36 ans. On a réduit, le Parlement a décidé de réduire. Il a mis une quotelle avec 14 années maximum d'engagement pour la protection civile. Donc vous voyez qu'avec, entre guillemets, ce cocktail explosif, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui qu'on a une diminution de 50% des effectifs. C'est clair que les cadres et les officiers peuvent encore faire jusqu'à 40 ans, mais je veux dire, maintenant, la plupart des gens qui ont officié pendant des années ont décidé d'arrêter la protection civile. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient avoir fait leur engagement. Et je pense que ça, c'est un élément qui était négatif dans la réforme qui a eu lieu qui a pris place. D'accord, donc on a un risque d'alourdir finalement le système déjà en place. Oui. C'est ça. Pour vous, Antoine, vous partagez ce point de vue ou pas? Alors pas du tout, parce qu'il faut bien se rendre compte aujourd'hui que l'armée manque de 12 000 hommes astreints dans la protection civile et que le principal coupable, c'est plutôt l'armée qui a tendance à rendre inaptes des conscrits. Aujourd'hui, avec notre initiative, ce que nous proposons, c'est que la protection civile soit un service de milice affranchi des décisions de l'armée,
comme le service civil. Et je suis par contre, la proposition qui a été faite le 5 juin dernier par le Parlement de vouloir fusionner le service civil et la protection civile, ou d'encourager les civilistes à aller renforcer l'APC quand l'APC manque d'effectifs, parce que ce ne sont juste pas les mêmes missions qui sont demandées. On ne peut pas demander à un civiliste de devenir un parfait astreint à la protection civile. Il y a des missions qui ne sont pas les mêmes, il y a des enjeux qui ne sont pas les mêmes, et ce n'est pas une solution à long terme de vider le service civil en mettant dans l'APC des gens qu'il va falloir former, qu'il va falloir mettre en place très rapidement, alors qu'en garantissant les effectifs de l'APC tout de suite, toute l'année, on lui permet d'exister. D'accord, donc on vous s'entend bien, mais par contre, il n'y a pas un risque de démotiver finalement la jeune génération si on les force à s'engager finalement? Non, parce que actuellement, l'obligation de servir existe déjà. Et beaucoup ne souhaitent pas servir dans l'armée. Et l'armée est la seule porte d'entrée par laquelle ils peuvent accéder aux autres milices. Une femme, par exemple, qui souhaite s'engager, doit d'abord écrire une lettre pour motiver son besoin, son envie d'être apte à l'armée. Et c'est une fois qu'elle obtient cette aptitude qu'elle va devoir écrire un deuxième courrier pour dire « Non, en fait, c'est pas dans l'armée que je veux servir, c'est à l'APC ou au service civil. » Donc finalement, ce serait de répondre à une société qui a évolué par rapport à ce qui se faisait il y a 50, 60, 70 ans. Pour vous, Jean-Marc Chevalat, l'initiative qui veut inclure les femmes et tous les profils, même hors cadre militaire, c'est une avancée nécessaire au sein de l'ORPC? La problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que obliger dans une tranche d'âge tous les hommes et toutes les femmes à s'engager, pour moi, on n'est plus dans du service citoyen. Parce que pour moi, le service citoyen, c'est un choix personnel. C'est le fait d'obliger les gens, c'est quand même un peu une limitation par rapport à leur liberté. Et puis, avoir ce potentiel, c'est bien, mais ça veut dire que quand même, on va devoir les occuper, ces gens-là. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je n'ai pas pu trouver la réponse en disant, mais aujourd'hui, si on a une majorité de gens qui veulent aller au service civil ou qui veulent plutôt s'engager, qui disent, moi, c'est l'environnement qui m'intéresse ou bien la santé, de leur dire, bah, écoutez, non, c'est gentil de vous proposer pour ça, mais déjà, c'est pas gentil puisque vous avez une obligation, mais en plus, on n'a pas besoin de vous à cet endroit-là. Donc c'est contraignant, quoi, donc, finalement. C'est contraignant, et puis je me dis, mais quel sentiment je veux m'engager? Et puis après, je pense qu'il faut faire une différence entre cette obligation et puis les engagements qu'on a pour des associations où on s'engage bénévolement. C'est deux choses différentes. Avant, je vous parlais aussi de l'élément motivation. Mais avant, un jour de protection civile, c'était 10% de moins sur la taxe. Maintenant, on est à 4%. D'accord. Vous voyez, ça, c'est des éléments, non seulement qui démotivent aussi les jeunes à s'engager par rapport à la protection civile, ou bien le fait de dire, moi, je ne veux pas faire la protection civile, parce qu'on rencontre même pas mal de problèmes avec certains employeurs qui n'arrivent pas à comprendre aussi que ces jeunes-là qui ont des taxes, en étant présents, ça permet de diminuer ces taxes-là. C'est quand même un engagement par rapport à la population. Par contre, ils sont absents au travail, c'est ça qu'ils comprennent ils pas. Ils sont absolument absents au travail, ça c'est juste leur lever. Pourquoi? Parce que des fois, quand ils ont le retour des gens qui sont allés à la protection civile ou à l'armée, moi j'ai pas fait grand-chose, je me suis plutôt tourné les pouces. C'est pour ça que, en tout cas nous, mais je pense que c'est la même chose pour toutes les protections civiles, on a toujours mis un point d'honneur à expliquer le but de la mission. Pourquoi on était là et pourquoi on leur donnait du travail. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui est en lien dans les missions de la protection civile, c'est soutenir la population, c'est d'être aussi à disposition des différents états-majors en cas de catastrophe. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire aussi une différence entre je veux m'engager pour le social, je veux m'engager pour l'environnement. Non, là, il y a l'armée avec des éléments bien précis et la protection civile aussi avec des éléments précis. D'accord, très bien. Par contre, on sait que les ORPC manquent d'effectifs.
Ça, c'est indéniable. À chaque fois qu'on entend des rapports de gestion, etc., on sait que ça manque. Maintenant, si l'État vous envoyait 50 nouveaux astreints pour renforcer justement l'effectif de l'ORPC, vous diriez non aujourd'hui, peu importe finalement s'ils sont motivés ou s'ils sont contraints de venir? Non, je dirais oui. Ah ouais. Je dirais oui, parce qu'il y a des missions qu'on doit remplir. De nouveau aussi, il y a un cahier des charges. Et puis c'est là aussi, des fois, la problématique qu'on rencontre avec des décisions du Parlement, qui sont alors à un niveau supérieur qu'on comprend tout à fait, mais c'est que des fois, il y a un manque de réalité avec le terrain. On nous demande de réaliser de plus en plus de missions, mais d'un autre côté, on ne nous met pas à disposition les effectifs. Et dans cette initiative, je suis convaincu, en tout cas, voilà, par rapport à ma position, que ça ne va pas m'apporter plus d'effectifs dans le cas. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on trouve des incitations pour faire venir les jeunes à la protection civile. Et puis, il faut aussi rendre cet engagement aussi plus attractif. Alors, Antoine Château, vous vouliez réagir? Oui, alors, par rapport à... J'espère que vous n'avez pas perdu le fil. Non, je vais essayer de remonter le fil. Notre article 59, alinéa 3, dit bien ceci. L'effectif réglementaire est garanti pour les services d'intervention en cas de crise, en particulier pour l'armée et la protection civile. Ça veut dire que la personne n'a pas officiellement le choix de son service. C'est d'abord l'APC et l'armée. D'accord. Et ensuite, une fois que les effectifs sont garantis à 100% toute l'année, alors le souhait du candidat peut être retenu ou pas. Et si à l'APC ou au service civil ou aux pompiers ou ailleurs, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de cette personne, et bien on lui dit, tu payes ta taxe. Et puis on revoit l'année prochaine si on a de nouveau besoin de toi ou pas. On ne va pas donner des APG à des personnes qui n'ont pas d'affectation. Bien sûr que non. Parce que là, alors, même moi, je dis non à mon initiative, si c'était le cas, c'est clair. Et puis, l'avantage aussi, comme vous l'avez dit, c'est qu'une personne comme moi qui a été déclarée double inapte, le service civil m'est interdit, parce que le médecin militaire l'a décidé. Ça veut dire que j'ai passé une bonne partie de ma carrière à faire de l'associatif pour construire mon réseau, pour essayer d'avoir des opportunités professionnelles, parce que l'APC, l'armée, on le sait, hein, dès que vous êtes gradé à l'armée, il y a des jobs qui s'obtiennent plus facilement, mais au service civil aussi, parce que quand vous allez travailler dans un établissement, dans une institution, dans le social, etc., ça vous permet de savoir si ce métier vous intéresse, ça vous permet de connaître les personnes. Et là, on se rend compte qu'il y a une égalité de genre. C'est qu'une bonne partie des femmes aujourd'hui n'ont pas cette chance. Et quand vous voyez qu'il y a des stages qui ont un cahier des charges à peu près similaire aux civilistes, vous posez la question comment ça se fait qu'il y a à peu près 80% de civilistes, mais 80% de femmes stagiaires qui du coup ont des cahiers des charges similaires avec des salaires nettement différent. D'accord, donc là ça permettrait de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça c'est un point de vue que vous partagez, M. Chazala. Moi-même, alors je vais peut-être passer pour un vieux jeu, mais je ne suis pas sûr que à ce niveau-là, il faut mettre les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité. Pourquoi? Parce que les femmes... C'est utopiste. Non, mais c'est qu'elles s'engagent déjà sur beaucoup de choses. On leur fait apporter aussi beaucoup de choses. Et je pense que leur donner la possibilité de le faire, c'est bien, mais les obliger... Je pense que c'est pas en tout cas, c'est pas une bonne, à mon avis, c'est pas une bonne chose. Ouais, c'est le même contexte que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre motivation et bénévolat, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, ma crainte aussi, c'est que dans notre système, depuis que le service civil existe, on voit qu'il y a un fort engagement dans le domaine de la santé, mais pour pallier des carences. Et je pense que ce système-là, ça montre qu'on a quand même un problème de fonctionnement chez nous. Parce que un civiliste coûte quand même moins cher. Alors, il faut mesurer le terme moins cher, hein, mais au niveau du salaire, aura un coût inférieur pour l'employeur que le fait d'engager une personne.
D'accord, ok. On Donc, va avancer parce que le oui. temps passe, justement, les Bien sûr. arguments, ça va être maintenant. On va passer à la conclusion. En une phrase, si vous deviez parler directement aux électeurs du 30 novembre, Antoine Jacquenoux, pourquoi voter oui? Pour permettre à la situation actuelle, au statu quo, d'évoluer, de changer, de permettre aux législateurs de pouvoir établir une loi qui, elle, va définir quelles sont les conditions entre services, le nombre de jours, la valeur APG d'une journée. Tout ça, ce sont des choses qui vont pouvoir être définies par la loi d'application, mais pour ça, il faut que le oui passe. D'accord. Jean-Marc Chevalat, même question. En une phrase, pourquoi voter non? Alors pourquoi voter non? Pour moi, l'élément principal, c'est qu'on ne résout pas le manque d'engagement par une obligation. Il faut que ça passe vraiment par un service citoyen qu'on choisit, et puis c'est celui que on veut pour les autres et pas qu'on nous impose à soi-même. Oui, Ok, mais- très bien. Merci voilà. messieurs, c'est tout bon. On va terminer ici. Je vous remercie. Résultat le 30 novembre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.